Je pense que c'est important aussi de prendre soin des soignants, mais aussi parce que de se confronter à l'autre, malade, mais à l'autre tout court, c'est quelque chose qui touche aussi les soignants. Si on choisit les métiers du soin, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'on aime être en relation, parce qu'on aime les gens, sinon il ne faut pas choisir ces métiers-là, et qu'on se confronte à la maladie grave, à la mort en soins palliatifs, parce que ça a du sens. Repère avec Louis-André Richard. Dr Claire Fourcade est médecin en soins palliatifs et présidente de la Société française d'accompagnement palliatif. Profondément engagée à transmettre le meilleur de la culture palliative, elle n'hésite jamais à prendre la parole sur la place publique. Je la cite. « Nous sommes une médecine puissamment politique, au sens noble du terme, car nous faisons une médecine dont la seule richesse sont les êtres humains. Laissons à cette femme passionnée le soin de nous partager ses réflexions. Bonne écoute! Nous avons le bonheur et le plaisir de recevoir Mme Claire Fourcade. Claire Fourcade, merci d'accepter cette conversation autour de votre activité. D'abord, vous êtes médecin de soins palliatifs et vous êtes aussi présidente de la Société française d'accompagnement palliatif. Alors, pour les auditeurs du Québec, c'est moins bien connu. Au Québec, on a l'AQSP. C'est le pendant en beaucoup plus petit de votre organisation française. Alors, Claire Fourcade, j'ai une question, je dirais, très générale au point de départ, mais en même temps un peu intime. Pourquoi vous vous êtes orientée vers la médecine palliative? Bonjour, alors j'ai choisi les soins palliatifs très tôt dans mes études de médecine. D'abord parce que je suis passée en stage dans un service de cancérologie où j'ai été très frappée de la façon dont les gens étaient abandonnés pour mourir. Et ensuite, je suis passée dans un stage qui prenait en charge des patients atteints de sida. Et où là, au contraire, j'ai rencontré des patients très jeunes et très impliqués dans leur traitement, avec des soignants qui faisaient vraiment équipe avec les patients et qui construisaient une relation de soins qui m'a semblé beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus à l'écoute des patients. Et donc, je suis partie 2 ans au Canada pour me former. J'étais formée à Ottawa aux soins palliatifs. Voilà, et donc j'ai toujours voulu faire des soins palliatifs. Et quel est le rapport entre les patients du sida et les soins palliatifs? La vulnérabilité des patients? Ou... Alors, c'était surtout le changement de la relation entre soignants et soignés, oui, que j'ai trouvé une relation beaucoup moins hiérarchique. En France, beaucoup plus qu'au Canada, la relation médicale, elle était et elle reste encore très hiérarchique. L'hôpital reste très hiérarchisé. Et j'avais vu jusqu'à présent une relation médicale où le médecin était vraiment... où la symétrie de la relation était très forte. Et dans ce service, j'ai trouvé une relation de soins qui me paraissait beaucoup plus équilibrée et beaucoup moins asymétrique. Et avec des patients qui étaient vraiment des partenaires et qui étaient vraiment associés et qui construisaient avec les soignants la relation de soins. Et en fait, je crois que c'est surtout ça qui m'a intéressée. Et puis, c'était aussi des patients dont à l'époque, c'était juste avant les trithérapies, des patients qui allaient tous mourir. Et donc, il y avait aussi cette dimension de l'accompagnement. Mais je crois que c'était surtout la question de la relation qui m'a intéressée en premier. Donc, une proximité plus grande entre l'accompagnant et l'accompagné. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a fait découvrir, en tout cas, ou en tout cas entrevoir une relation de soins que je n'avais pas perçue jusque-là dans mes études, qu'il était possible d'être beaucoup plus dans un partenariat entre les soignants et les soignés. Et ça, après, je l'ai vraiment découvert complètement au Canada, où la relation m'a semblé, en tout cas, beaucoup plus horizontale, en particulier même dans l'équipe soignante aussi, avec une équipe soignante, c'est des adultes qui mettent en commun des compétences et des expériences, et pas forcément une pyramide hiérarchique. Et moi, ça me convenait beaucoup mieux dans la façon dont j'envisageais la médecine, et je l'ai vraiment découvert d'abord dans ce stage et puis après au Canada. Pour quelqu'un qui voit les choses de l'extérieur, comment vous expliquez que dans votre pratique, et vous me corrigez si je me trompe, là, mais dans votre pratique, vous accompagnez des gens qui meurent, et qui vont mourir, qui meurent de façon fréquente, hein? J'imagine que à la petite semaine, on voit des gens disparaître, et ça recommence la semaine d'après, et l'autre encore. Quelqu'un de l'extérieur pourrait vous dire, mais il y a une forme de masochisme là-dedans, c'est terriblement déprimant.
Qu'est-ce que vous avez à dire à quelqu'un qui voit les choses de cette manière? Alors, quand on voit les choses de loin, c'est vrai qu'on peut imaginer un service de soins palliatifs comme un mouroir, alors que moi, je dis plutôt c'est un vivoire. C'est-à-dire que quand la vie est comptée, quand le temps est compté, il est beaucoup plus précieux. Et du coup, c'est aussi des lieux où la relation est beaucoup plus intense, où il se vit des choses extrêmement fortes. Et puis, je crois aussi que c'est pas seulement la question d'accompagner des gens en fin de vie, mais c'est aussi le type de relation de soins qu'on met en place. Et en fait, les soins palliatifs, c'est d'abord une philosophie du soin avant d'être une technique médicale pour soulager, ce qui est évidemment important, mais c'est d'abord quand même une philosophie du soin qui remet vraiment le patient au centre et d'être à l'écoute du patient et de construire avec lui, de l'accompagner sur ce chemin, mais qui va être son chemin à lui et pas la façon dont moi j'envisage qu'il devrait finir sa vie ou que devrait se passer la fin de vie, mais c'est vraiment le patient qui trace son chemin. Et c'est pour ça que je dis souvent que les soins palliatifs, c'est l'avenir du soin, parce qu'à mon avis, c'est tout le soin qui devrait être comme ça, pas seulement la fin de vie, mais peut-être on a commencé par la fin de vie, parce que c'est là où les médecins avaient déserté et que la place était à prendre, mais je pense que maintenant, les médecins ont déserté à peu près partout et la place est à prendre partout pour une relation de soins différente. Je pense aussi que peut-être c'est une médecine qui est moins encombrée par la technique et du coup qui laisse plus de place à la relation et aux soins. Ça crée des liens particuliers que je trouve extrêmement forts et extrêmement riches, même si effectivement vous avez raison de dire que ce qui est difficile, c'est pas la mort une fois, c'est la répétition de la mort. Mais c'est aussi une pratique d'équipe. Sur un palliatif, on ne peut pas travailler seul, on ne peut pas travailler autrement qu'en équipe. Moi, j'aime énormément le travail d'équipe, je trouve que c'est extrêmement riche. Et donc, c'est aussi c'est coûteux d'un côté, mais extrêmement, ça apporte beaucoup de l'autre. Si je vous comprends bien, la confrontation à la mort à répétition, si je puis dire, il doit y avoir des avantages qui compensent les inconvénients. C'est-à-dire non seulement l'effet sur le travail d'équipe, mais ça doit apporter quelque chose, un bénéfice chez les accompagnants, non? Alors, il y a plusieurs choses, je pense. D'abord, je pense que dans la relation avec les patients, la proximité de la mort, elle change cette relation-là. Il y a peut-être une plus grande liberté pour aborder des sujets importants. Il y a plus, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a plus d'espace pour l'écoute et pour la parole. Il y a le travail d'équipe. Il y a aussi le fait que c'est une médecine qui pense l'accompagnement des soignants, contrairement au reste de la médecine. C'est-à-dire que, voilà, on sait d'emblée que ça va être difficile. Et donc, il y a une plus grande vigilance, je pense, à prendre soin des soignants. Et c'est aussi pour ça que c'est souvent des équipes qui sont très stables. Alors qu'on pourrait imaginer que c'est plus difficile et que les soignants vont s'épuiser plus rapidement. En fait, je pense qu'il y a aussi plus de travail qui est fait pour protéger les soignants. Et puis, c'est aussi, sur un plan plus personnel, de travailler au contact de la mort. Ça oblige, je pense, à revoir ses propres priorités. Ouais. Et donc, c'est aussi une façon d'envisager la vie de façon... je pense que ça libère de beaucoup de choses dans la vie personnelle. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas encombrer par des choses... ou en tout cas, peut-être, on se laisse moins encombrer par des choses qui ne sont pas essentielles parce qu'on voit à quel point la vie est fragile et comme il faut en prendre soin et comme l'important, ce n'est pas les petites choses qui peuvent parfois rendre la vie compliquée. Mais... Oui, quand arrive le moment, la saison, pour nous, les Canadiens, quand arrive la saison de changer les pneus des voitures pour s'adapter à l'hiver, c'est le genre de priorité qui disparaît au profit de choses beaucoup plus essentielles quand on arrive à la toute fin de vie. Mais c'est pas seulement, je dirais pas seulement pour la fin de vie, parce que moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'ai commencé, j'étais jeune, maintenant forcément je le suis moins, mais et ça m'a appris moi pour ma vie personnelle aussi, pas seulement pour quand on est en fin de vie, mais même dans ma vie de tous les jours. Je pense que ça m'a aidé ou ça m'a appris à mettre les priorités à un autre endroit en tout cas. Mais je vous écoute. D'abord, je dois dire que moi, ça fait une vingtaine d'années que j'observe de l'extérieur. Je suis un prof de philo, mais j'entends bien ce que vous dites et je le ressens aussi dans le sens où il me semble, et vous pourrez commenter la chose, mais il me semble que ce que j'entends des accompagnants un peu partout dans le monde, c'est on reçoit plus que ce que l'on donne. Je pense que je dis on, mais en tout cas je ou on, parce que je le vois aussi dans l'équipe où je travaille, on reçoit suffisamment
pour pouvoir rester malgré la difficulté de la confrontation à la mort. C'est ça, ouais. Et donc, c'est aussi que soit il faudrait être vraiment déséquilibré, mais je pense qu'on ne pourrait pas tenir dans la durée dans ce déséquilibre. Si on tient dans la durée, c'est forcément parce qu'on y reçoit beaucoup. Comme vous êtes à la tête de la SFAP, vous êtes présidente, pardon, de la SFAP, est-ce que c'est ça le cœur du message qu'on peine à diffuser dans la grande population? C'est quand même compliqué pour quelqu'un qui est loin de cet univers-là de bien comprendre la richesse que vous décrivez. Et d'imaginer à quel point c'est des lieux de vie. Oui, je pense que vraiment, ça, c'est vraiment très difficile à imaginer. Hier, j'ai été interviewée par une radio sur la question des mariages en soins palliatifs. Je ne sais pas pourquoi le journaliste s'intéressait à ça. Et ça me paraissait un point particulièrement, qui montre particulièrement à quel point il y a de la vie jusqu'au bout, à quel point il peut se jouer des choses importantes, à quel point aussi ce qui reste à la fin, c'est des choses essentielles. Il y a une médecin anglaise de soins palliatifs qui dit ce qui reste à la fin, c'est le pardon, l'amour. Voilà, on est vraiment à l'essentiel de la vie. Et ça, je pense que c'est particulièrement fort et que c'est quelque chose qui marque tous les gens qui sont dans des services-là. Mais c'est vrai qu'il faut y être allé pour sentir à quel point c'est des lieux de vie. C'est aussi peut-être parce que c'est des lieux qui sont aussi, eux, moins encombrés par la technique médicale et donc qui sont souvent des lieux aussi plus accueillants et plus hospitaliers. Dans le dernier congrès de la SFAP, on a évoqué la question de l'hospitalité et je trouve que c'est un mot important parce qu'à la fois il y a l'hôpital et en même temps il y a cette dimension de l'accueil. Et je pense que c'est des lieux qui sont plus accueillants à la fois pour les patients, pour les proches et aussi pour les soignants. Mais dans votre fonction de présidente de ce grand organisme, vous avez une idée de comment on peut diffuser cette culture auprès de la population? Alors, est-ce qu'on peut faire autrement que d'obliger les gens, puis on ne pourra jamais les obliger à aller voir de leurs yeux? Vous avez une idée? Alors, on a des idées. Je pense que c'est un travail de long terme, parce que ça demande un changement profond des mentalités. On a un rapport à la mort, en France en tout cas, où la mort reste quelque chose de quand même assez tabou et de caché. On peut vivre très longtemps sans jamais avoir vu une personne morte ou une personne mourir, ni accompagner quelqu'un. Parfois, ça va attendre l'accompagnement des parents, et comme on meurt de plus en plus vieux, on peut arriver déjà à l'âge de la retraite sans avoir encore jamais accompagné quelqu'un en fin de vie. Donc on a commencé depuis quelques années de faire des campagnes de communication sur à la fois les soins palliatifs et sur la fin de vie, pour dire que voilà, on a l'an dernier fait une campagne qui s'est affichée dans le métro, dans toutes les gares en France, pour dire que les soins palliatifs ajoutent de la vie au jour et pas seulement des jours à la vie, mais que l'objectif c'est vraiment de donner du sens au temps qui reste. On va refaire cette année une campagne sur l'accompagnement, sur la dimension de l'accompagnement. On a mis en place un programme qui s'appelle Dernier Secours, je pense qu'il va bientôt arriver au Québec, qui est un programme de sensibilisation, pareil qu'on fait les premiers secours pour former aux gestes d'urgence. C'est une journée de formation qui s'appelle Dernier Secours pour le grand public, pour sensibiliser à la question de l'accompagnement. C'est un Allemand qui a pensé ce sujet, et ça existe déjà dans 27 ou 28 pays européens. Et c'est la SFAP qui le porte pour la France, et on est en lien avec des Québécois qui nous ont demandé justement de pouvoir importer ce programme. Et moi, je suis très surprise du succès que ça remporte, à quel point ça intéresse partout, dans des mairies, dans des entreprises, dans des lieux qui accueillent des personnes âgées, à quel point les proches sont intéressés de pouvoir se familiariser avec la question de la fin de vie pour avoir moins peur. Je pense que dans le débat autour de la fin de vie, il y a beaucoup de la question de la peur, de la souffrance et de la mort. Et quand on dit que voilà, la mort, souvent, c'est quelque chose qui se passe tranquillement et qui n'est pas forcément quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui est rassurant. Je suis un monsieur pas mal plus vieux que vous, et les gens de ma génération, j'ai des gens de ma génération, des gens qui ont eu des enfants qui sont maintenant des adultes. Un certain nombre d'entre eux, pour faire rebondir sur ce que vous avez dit, m'ont confié ne jamais amener leurs enfants au chevet, pas au chevet, mais au salon funéraire quand un proche était mort, parce que pour eux, ça apparaissait une aberration de confronter l'enfant à la vie de la mort, ce qui
pour ma part, m'étonnait énormément, mais ça va dans le sens de ce que vous dites. Le rapport à la mort lui-même, dans nos sociétés actuelles, est non seulement tabou, mais ostracisé d'une certaine façon. Et vous avez dit une chose que je reprends. J'aimerais vous entendre un peu plus là-dessus, parce que pour moi, ça pose problème. Vous avez dit, dans le fond, l'école de la médecine palliative devrait, et elle essaime, je dirais, dans tout l'univers médical, parce que la qualité des soins nous ramène à l'essentiel. Mais c'est pas un hasard à mes yeux que les soins palliatifs se soient développés, évidemment, quand nos patients sont en phase de mort imminente. Ça a vraiment commencé comme ça, là, au tout début. Est-ce que c'est pas justement tout ce que vous avez déjà dit d'ailleurs, le fait que et le malade, bien entendu, mais aussi sa famille et les accompagnants sont confrontés, veut pas, à la mort imminente, qui fait émerger une qualité de soins qui dépend de cette fonction-là. Alors moi, je ne crois pas. Non? Enfin, en tout cas, là où je travaille, qui est une petite ville en milieu rural, dans un département qui est le plus pauvre de France, on a développé depuis déjà maintenant 8 ans un service d'hôpital de jour pour des patients qui sont traités pour des cancers et en soins palliatifs. Mais tous les patients ne sont pas en soins palliatifs. Et il y a à la fois des patients en traitement de cancer et des patients en soins palliatifs qui viennent pour la journée. Et c'est orienté vraiment sur la qualité de vie. La qualité de vie pendant les traitements et la qualité de vie même quand on arrête les traitements. Et ce qu'on voit, donc il y a tous les jours 8 patients qui viennent chaque jour et qu'on suit parfois du coup pendant assez longtemps. Et ce qu'on voit, c'est que cette philosophie-là du soin, quand elle est développée de manière précoce dans la maladie, et parfois pour des patients qui vont guérir, elle est tout aussi importante. Je pense que ce qui fait la différence, c'est le fait d'être confronté pour de vrai au fait qu'on est mortel. Bah oui. Pas seulement quelque chose qu'on sait en théorie, mais d'y être confronté pour de vrai. Et même quand on va guérir d'un cancer, on a été confronté dans sa personne, dans son être, au fait qu'on est mortel. Et ça, je pense que ça fait changer quelque chose. Et du coup, moi, je vois à cet hôpital de jour, il y a toujours une consultation médicale qui est proposée. Et la plupart de ces consultations, elles sont vraiment orientées sur ce que ça produit, cette confrontation à sa propre mortalité. Quels choix on fait, les choix de soins, les choix de vie à ce moment-là. Et moi, je trouve que c'est des consultations passionnantes. Et voilà, même très en amont de la question de la fin de vie, on a ces choix-là. Est-ce que je poursuis des traitements? Est-ce que je fais ce nouveau traitement qu'on me propose? Qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui est important? Et puis, pour nous, de pouvoir dire, on est là pour vous accompagner dans ces choix, quel que soit le choix que vous allez faire, on va vous accompagner. Et je trouve que plus on développe cette prise en charge de façon précoce, plus les patients, en fait, vont pouvoir construire leur propre chemin. Plus on va les accompagner dans ce chemin-là. Si on les rencontre uniquement à la fin de leur vie, il y a très peu de possibilités, en fait, de changer le chemin, parce qu'on arrive déjà tout au bout du chemin. Donc, on peut faire en sorte que ce soit plus confortable, qu'il y ait moins de symptômes difficiles et qu'on soit plus disponible, peut-être, pour être dans le lien avec les proches. Mais en tout cas, il y a moins de possibilités pour le patient de choisir le chemin qu'il veut. Là, je pense que ça permet vraiment au patient, très tôt dans la maladie, de se poser la question de ce qui est important, de ce qui compte et de ce qu'il souhaite ou de ce qu'il ne veut pas, de parler de ses peurs. Il y a ces consultations sont beaucoup orientées aussi, qu'est-ce qui vous inquiète, qu'est-ce qui compte pour vous, mais aussi qu'est-ce qui vous inquiète, et de pouvoir dire, il y a des patients qui vont dire, moi, ce qui m'inquiète, c'est d'avoir mal, ou ce qui m'inquiète, c'est d'étouffer, ou ce qui m'inquiète, c'est d'être seul, et de pouvoir anticiper avec eux qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce qu'on est en capacité de leur proposer. Et ça, je trouve que ça permet vraiment une vraie rencontre avec les patients, et du coup, un accompagnement qui me paraît vraiment répondre aux besoins du patient. On a un service juste à côté de cet hôpital de jour, un service d'hospitalisation, de soins palliatifs, mais où du coup les patients vont aussi pouvoir venir tôt. Et dans ce service, 50% des patients hospitalisés rentrent après à la maison. Ouais. Et donc ils vont pouvoir utiliser ce service comme un lieu de répit, comme un lieu où on vient pour régler un symptôme, comme un lieu où on vient pour parfois se poser pendant quelques jours ou quelques semaines, et puis retourner à la maison, et puis comme ça pouvoir être à chaque moment de la maladie à l'endroit où on a besoin d'être. Et je trouve que
quand on construit des parcours comme ça de façon très précoce, on voit que cette philosophie du soin, elle est importante, pas seulement en fin de vie. Mais si j'ai bien compris, puis je pense que vous répondez très clairement à ma question, qui était peut-être pas si bien posée finalement, mais c'est que ce protocole de soins qui a été mis en place, le centre de jour et tout, c'est quand même quelque chose qui découle de la culture palliative, qui au départ était... Oui, absolument. Et vous avez bien dit, c'est la confrontation, la conscience de notre mortalité. Voilà, c'est pas seulement la proximité de la mort, disons. Oui. Voilà, c'est pour ça que c'est important, je pense, que de développer le plus précocement possible, parce que cette confrontation, moi je suis très frappée de voir des patients qui arrivent plus tard et qu'on va prendre en charge plus tard et qui disent ah ouais, docteur, c'est la première fois que quelqu'un m'écoute. Et je trouve ça d'une tristesse infinie qu'il faille arriver à une consultation de soins palliatifs pour être écouté pour la première fois. Ça dénonce, je dirais, une conception de la médecine qui, en une certaine façon, est archaïque maintenant. Là, il faudrait... C'est ça. Et je pense que cette conception de la médecine, elle arrive vraiment à un bout, à une fin de quelque chose. Parce qu'on ne peut pas aller toujours plus loin dans la technique, dans la violence du soin, ou dans et que je pense que beaucoup de gens sont prêts à remettre en question le rapport entre la quantité de vie et la qualité de vie. Et à se dire que la qualité de vie, ça compte aussi. Et je pense que c'est aussi, ça nous impose, nous, de nous remettre en question aussi dans cette réflexion-là. Quand je dis nous, c'est les soignants. Oui. Comme je suis prof de philo et attaché aux mots, exactement dans la perspective que vous décrivez, dans une conférence récente, j'ai fait allusion à une recherche qui a été menée à Montréal. Il y a beaucoup de soignants qui sont mal à l'aise avec le terme palliatif, étant donné que ça renvoie, pour reprendre le schéma qu'on vient de décrire, ça renvoie aux soins que l'on pourvoit alors qu'il n'y a plus de curatif possible. Alors, quand vous êtes dans une démarche de soins très précoce, évidemment, il me semble qu'on n'est pas en palliatif dans ce sens-là. Là. Comment vous voyez ça, vous? Est-ce qu'on doit conserver ce concept? Est-ce qu'il faut le changer? Alors, il y a eu tout un débat là en France ces dernières semaines, puisque dans le projet de loi qui était en discussion sur la fin de vie, il y avait la question de changer le terme de soins palliatifs pour soins d'accompagnement, qui a fait beaucoup de débats. Moi, je pense qu'en fait, les mots sont pas si importants que ça, parce qu'en fait, si on met un autre mot à la place, c'est la proximité de la mort qui est la question. C'est la question de la mort. Et donc, on peut l'appeler autrement. Ce mot sera contaminé très rapidement. Et d'ailleurs, il y a plusieurs études qui ont montré que quand on change le nom, ça ne change pas les choses. C'est la question de la mort. Par contre, ce que je trouve, c'est que c'est notre travail aussi à nous d'aller au rythme des patients. C'est-à-dire, moi, par exemple, quand je rencontre un patient pour la première fois, je me présente jamais comme médecin de soins palliatifs. J'utilise toujours le motif pour lequel on a été appelé. Je dis, votre médecin m'a demandé de passer parce que vous êtes douloureux, parce que vous souhaitez rentrer à la maison, parce que... Voilà. Et à partir de là, je vois ce qui vient. Il y a des patients qui vont dire « Ah oui, vous êtes l'équipe de soins palliatifs », d'autres qui vont pas le dire. Parfois, ça va venir plus tard, parfois, ça va jamais venir. Et je crois que c'est pas ça qui est important. C'est pas Mais par contre, le risque de vouloir changer les mots, on l'a bien vu là dans le débat en France sur la question des soins d'accompagnement. On a dit c'est bien, il faut mettre de l'activité physique, des nutritionnistes, ce qui est très bien. Enfin, nous, on le fait déjà. Mais le risque, c'est d'oublier. En fait, c'est de nouveau se remettre dans le tabou de la mort et de nouveau vouloir se faire croire que c'est pas ça le sujet. Or, la question, c'est bien la question de la mort, et quel que soit c'est pas seulement la question des mots, c'est la question du fond, voilà. Et on a beau vouloir enlever les mots, c'est pareil quand on veut pas nommer les choses. On a eu le même débat en France, et je pense qu'il a eu lieu aussi au Canada, d'appeler l'euthanasie et le suicide assisté aide à mourir. Les soins palliatifs, c'est aussi de l'aide à mourir, et de pas vouloir nommer les choses, c'est pas les mots qui sont violents, c'est les choses qui sont difficiles. Et donc, voilà. Alors, vous me permettrez une remarque de prof de philo. Moi, je trouve que justement, vous faites la preuve que les mots sont importants. Oui. Et je pense que, je vous entends très bien, dans le fond, l'évolution des soins palliatifs jusqu'à une prise en charge très précoce, et vous l'avez bien dit, puis je pense que ça vaut la peine de le répéter, c'est parce qu'à un moment donné dans l'existence, on apprend qu'on a le cancer, on est confronté au spectre de notre mortalité. Et c'est ça qui déclenche
ce que vous décrivez très bien comme étant une nouvelle médecine absolument intéressante. C'est vrai pour toutes les maladies graves. C'est pour ça, voilà, je parlais du cancer, mais c'est vrai, les maladies neurodégénératives, on est confronté à cette question-là, et je pense que c'est ça qui est la bascule. Oui. Et après, par contre, notre travail à nous, en tout cas ce qu'on essaye de construire, c'est un parcours pour les patients où il y a le moins de rupture possible. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que longtemps, les soins curatifs et les soins palliatifs vont coexister, et c'est la part de chacun qui va varier selon les moments et les besoins des patients, mais on essaye de faire en sorte, en tout cas pour les patients qu'on accompagne, qu'il n'y ait pas un moment où on passe en soins palliatifs, comme vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Mais que voilà, ce soit simplement la part de ces soins qui évolue, et puis à un moment, les soins palliatifs vont devenir prédominants, et puis peut-être à un moment exclusif. Mais en tout cas, il n'y a pas de difficulté à faire cohabiter les deux. Je me permets un exemple concret parce que ça va dans le sens de ce que vous dites. Quand j'ai accompagné mon beau-papa qui est mort dans une maison de soins palliatifs dans la région de Québec, mon beau-père souffrait d'un cancer du nasopharynx. Et c'est intéressant la question de la rupture parce que ce pauvre beau-papa, il était confronté tous les matins à un supplice qui durait presque 1 heure, où il devait prendre une somme de médicaments. La déglutition était une souffrance à chaque fois, et c'était très long, et ça empoisonnait sa journée. Mais je me rappelle que le jour où il est entré dans la maison de soins palliatifs, il est rentré le matin, je suis allé le voir dans l'après-midi, et quand je suis entré dans sa chambre, j'avais en face de moi un homme rayonnant. Et pourquoi était-il rayonnant? Parce que je me suis assis sur le bord de son lit, puis il m'a dit, tu sais, ce matin, le bon docteur, je n'aimerais pas son nom, là, il est venu vers moi, il a pris la liste des médicaments, et puis il a regardé mon beau-père, puis il dit, écoutez, les médicaments pour réguler la pression artérielle, on s'en fout, hein? Puis les médicaments, il a complètement vidé la liste, puis ce qui restait d'important, ça a été mis enfin sous-cutané, mais cet homme-là, il était rayonnant parce que il était apaisé d'une condition où le curatif, sans malice, imposait sa voix, alors qu'il était rendu ailleurs. Et puis là, bon, on pouvait voir et l'écoute et aussi l'expertise de la médecine palliative. En fait, pour moi, cette question de la médecine palliative, et qui devrait être une médecine pour l'ensemble pas seulement pour la question de la fin de vie, c'est de se demander quelles sont les priorités, quel est l'objectif. Et en tout cas, en soins palliatifs, l'objectif, ça va être la meilleure qualité de vie possible, et donc ça oblige à penser différemment. C'est pour ça que je pense que c'est très important aussi pour tous les étudiants en santé, s'ils peuvent passer dans un service de soins palliatifs, pour faire cette expérience-là de l'inversion des priorités. C'est-à-dire que quand l'objectif, c'est de guérir, on peut imposer et s'imposer des soins parfois agressifs ou difficiles, parce qu'on se dit, voilà, c'est douloureux, c'est pénible, mais voilà, comme c'est pour guérir, la balance, ça vaut le coup, le jeu en vaut la chandelle. Par contre, quand l'objectif, c'est pas de guérir, à ce moment-là, ça inverse complètement les priorités, et on va se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et du coup, on va prendre les choses vraiment différemment, et permettre du coup souvent aux patients aussi de vivre non seulement mieux, mais même parfois plus longtemps, parce que la qualité de vie, ça permet aussi de vivre plus longtemps. Puis il y a une vraie question derrière ça, c'est-à-dire, encore une fois, je vais me prendre un exemple, et je me dis toujours, quand arrive un moment où la médecine me dit, écoute, si tu fais tel traitement, on peut approximativement te dire que tu vas allonger ta vie de 3 mois, admettons. Est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle? C'est une vraie question, là. Je ne sais pas comment je vais répondre, hein? Je me méfie de moi-même, mais les vraies questions sont là, effectivement. Et non seulement la question, c'est est-ce que vous voulez ce traitement qui va allonger votre durée de vie de 3 mois, mais c'est combien va vous coûter ce traitement en termes de voilà, de qualité de vie. C'est ça, parce que c'est même pas que la durée, avec en plus l'incertitude de ce que la médecine est capable de dire sur ces sujets-là, mais par contre, d'abord, il y a plusieurs expériences qui ont montré que parfois les soins palliatifs seuls confrontés à d'autres traitements, en améliorant la qualité, améliorent aussi la quantité de vie, c'est-à-dire que c'est avec les soins palliatifs qu'on vit le plus longtemps. Et je trouve que en particulier, alors là dans le domaine de la cancérologie, où les thérapeutiques changent beaucoup en ce moment, donc ça donne aussi de l'incertitude, hein, mais on voit parfois des nouvelles lignes de traitement qui sont proposées, dont on sait dans les études que ça va allonger en moyenne la durée de vie de 17 jours, et par contre le prix à payer reste quand même très important en termes d'inconfort. Et donc ça, c'est aussi notre travail
sous-peser ça avec les patients, et il y a des patients pour lesquels, de façon évidente, gagner un peu de temps ou l'espoir d'un peu de temps va faire pencher la balance. Voilà. Ouais. Et donc, voilà, c'est important, mais il y a d'autres patients pour lesquels c'est très clair que non. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vivre le plus tranquillement possible. Et donc, il faut pouvoir entendre chacun. Oui, alors ça nous plonge au cœur de la rencontre, qui est l'élément essentiel là-dedans. Et il n'y a surtout pas de recette. C'est ça, c'est vraiment une médecine du singulier. Oui. Je dis, on fait une médecine de luxe dans le sens qu'on ne fait que de la haute couture, on fait que du sur-mesure, on ne fait pas de prêt-à-porter. Et donc, voilà. Et ça prend un peu de temps de faire du sur-mesure, d'entendre. Ça prend le temps d'entendre ce que les patients veulent vraiment. Il y a une étude qui n'est pas du tout dans le champ des soins palliatifs, mais je trouve intéressante. En France, on a chronométré quand un patient va voir son médecin généraliste. En moyenne, quand le patient arrive et que le médecin lui dit « Bonjour, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?» En moyenne, le médecin coupe la parole au patient au bout de 22 secondes. C'est-à-dire que le patient a 22 secondes pour dire pourquoi il est venu. Or, quand on vient pour quelque chose d'important, souvent, il faut un peu de temps pour arriver à dire dire vraiment pourquoi on vient. Et la première chose qui va venir est souvent quelque chose de pas forcément important. Et donc, pour le médecin, le risque, c'est de traiter quelque chose qui n'était pas important et de jamais entendre la vraie raison pour laquelle le patient était venu. Et ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie de l'étude, parce que quand on demande aux médecins, ils disent « Ah, mais si on les laisse parler, on va pas s'en sortir ». Et en fait, si on fait la même étude en laissant les patients parler jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent d'eux-mêmes de parler, ils parlent en moyenne 2 minutes. Donc, c'est pas très long. Bon, et par contre, au bout de 2 minutes, on a une chance d'entendre le vrai motif de la consultation. Le patient qui vient en disant « j'ai mal au dos », mais qui va après dire « c'est parce que j'en ai plein le dos de mon mari ou de mon travail ou de mes enfants » et qui va pouvoir dire ce qui le tracasse vraiment, on lui laisse une chance de le dire. Et je pense que voilà, cette dimension-là qui permet d'entendre vraiment les patients, elle est vraie tout le temps. Questions, commentaires ou objections, rejoignez Louis-André Richard à repère@le-verbe.com. Au Québec, on a une crise de la médecine familiale, une pénurie et puis des demandes toujours croissantes. Puis il y a quelque chose qui me fait penser à ce que vous décrivez, c'est que maintenant, si on n'a pas de médecin de famille, on doit un service, on fait un numéro de téléphone, on nous associe à une clinique, on va rencontrer différents médecins, mais de cette clinique, bon, c'est déjà ça. Mais les protocoles, c'est de dire, quand tu demandes un rendez-vous, quand tu obtiens le rendez-vous, c'est pour une chose. Tu as le droit de parler d'une seule. Alors, s'il y a un bobo ailleurs, ça va prendre un autre rendez-vous. C'est très malaisant. Je vois les gens autour de moi, ils sont un peu découragés de dire... parce que des fois, il y a un mal qui influence sur un autre. En fait, c'est vraiment tout bête de faire des trucs pareils. À mon avis, c'est vraiment une faute de travailler comme ça, non seulement pour les patients, mais aussi pour les soignants. Parce qu'on perd aussi tout l'intérêt du métier qu'on fait, qui est d'essayer de comprendre dans la globalité la personne. Et c'est-à-dire qu'elle a mal à la tête parce que ça lui prend la tête. Et toutes les expressions, en plus, on en a plein le dos, on dit... voilà, tout ça, c'est des choses, c'est des expressions. Ouais. Voilà, et de permettre aux patients et aux médecins de comprendre, de faire ces liens et de les comprendre, on va aussi faire de la meilleure médecine. Parce que ça ne sera peut-être pas la peine d'aller faire un scanner du dos si on a compris pourquoi il en a plein le dos. Et je pense que du coup, c'est une médecine qui va coûter plus cher et qui a moins de chances de comprendre vraiment ce dont il est question. Donc, ça m'apparaît un point essentiel qu'on doit toujours mettre de l'avant sur la scène publique. Parce que finalement, ce genre de médecine, on pourrait en tout cas, relativement facilement faire la preuve que ça débouche sur des économies plutôt que sur des coûts complémentaires. C'est pareil pour moi sur la question de la réflexion autour de l'obstination déraisonnable. Sinon, on transforme les soignants au sens large, pas que les médecins, mais aussi les infirmiers, en prestataires de services, où c'est pareil que quand on amène sa voiture au garage, quoi. Voilà, on vient pour la vidange, on vient pour la vidange. Je pense qu'on y perd la question humaine du soin,
qui est, à mon avis, le plus important. Et si les soignants partent partout dans le monde, au Québec comme en France, c'est parce que la médecine qu'on leur demande n'a plus de sens. C'est-à-dire que j'imagine que le médecin de cette clinique, moi, si je me mets de l'autre côté, pas du côté du patient, mais du côté du médecin, toute sa journée, il a des rendez-vous tous les quarts d'heure où il doit voir une seule chose. Très vite, on a envie de faire autre chose, quoi. Ça n'a plus d'intérêt. Il faut aller toujours plus vite. Si jamais on a un patient qui, par malheur, se met à pleurer et à raconter quelque chose, on a l'œil sur sa montre à se dire j'ai pas le temps. Enfin, et je pense que ça fait partir les soignants parce que ça n'a pas de sens d'aller toujours plus vite et de faire quelque chose. La confrontation, c'est-à-dire que ça oublie aussi. Je pense qu'on oublie beaucoup dans la question. On a essayé, nous, en France, de faire entendre la question des soignants parce que d'abord, pour les patients, il y a besoin d'avoir des soignants. Ça va ensemble. Et donc, je pense que c'est important aussi de prendre soin des soignants, mais aussi parce que de se confronter à l'autre, malade, mais à l'autre tout court, c'est quelque chose qui touche aussi les soignants. Si on choisit les métiers du soin, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'on aime être en relation, parce qu'on aime les gens, sinon il ne faut pas choisir ces métiers-là, et qu'on se confronte à la maladie grave, à la mort en soins palliatifs, parce que ça a du sens. Et si on enlève ce sens, si on fait une médecine qui devient uniquement de l'acte, de la technique, on perd le sens, et du coup, ça n'a plus de sens de se confronter à la question de la mort. Ça n'a plus de sens de rentrer chez soi avec en tête les visages des patients et les histoires. Et à ce moment-là, il vaut mieux partir. Si on devient soi-même maltraitant, si on a l'impression de devenir de mauvais soignants, chez nous, on le voit très fort dans les établissements pour personnes âgées, où il manque beaucoup de personnel, et où du coup, les personnels, comme il est réduit, fait des soins rapides, qui ne sont pas des soins de qualité, ou en tout cas avec cette impression très forte d'être un mauvais soignant et de maltraiter les patients. Et beaucoup de soignants s'en vont parce que personne n'a envie d'être maltraitant. Et il vaut mieux partir que d'être maltraitant. Il y a une fatigue qui s'installe, donc ça pèse sur les épaules des accompagnants. Ça pèse sur tout le monde, en fait. Ouais. Ce système-là, il dysfonctionne pour tout le monde. Et donc, il y a vraiment quelque chose à faire entendre de ça. Moi, je suis prof de philo politique. Quand j'ai fait mes études doctorales sur un sujet qui touche la culture palliative, j'ai fait une analyse qui était beaucoup en fonction de la lecture d'Alexis de Tocqueville sur l'évolution de la démocratie. Et Tocqueville... dans son œuvre, dit dans une société qui se veut toujours plus égalitaire, alors on se reconnaît là-dedans, les inégalités naturelles réclament leurs droits, puis il explique la chose de la manière suivante. Il va dire l'inégalité s'exprime à travers les corporations et les associations qui font pression sur le gouvernement central. Et moi, j'avais eu cette idée à laquelle je tiens encore, de dire la communauté palliative représente un type d'association qui influence la société globale. Alors, ça m'amène à l'heure actuelle, parce que nous, au Québec, on a 10 ans de loi qui permet l'euthanasie, ça m'amène à interroger la manière dont la culture palliative peut subsister dans un univers social où on cherche toujours à amalgamer le soin palliatif tel que vous le décrivez et l'aide médicale à mourir. Chez vous, il y a un projet de loi qui a été déposé à cause de la dissolution de l'Assemblée au moment où on enregistre pour les fins de ceux qui vont nous écouter. L'Assemblée nationale est dissoute. Et là, tout ce projet de loi est sur la glace. On ne sait pas pendant combien de temps, mais je pense que c'est un moment favorable pour se poser cette question. Comment vous voyez ça, vous, je dirais, la pérennité du soin palliatif dans un univers social où on cherche à l'assimiler? Alors, c'est un sujet d'inquiétude très forte pour les soignants et les acteurs de soins palliatifs, surtout qu'on voit bien ce qui se passe dans les pays où toute la mort provoquée, que ce soit l'euthanasie ou le suicide assisté, a été légalisée. On voit bien comment ça met en danger, en tout cas, cette culture palliative qui, en plus, a déjà du mal, qui a une médecine récente et qui a du mal à s'imposer. Chez nous, où il y a eu déjà un temps long de réflexion et puis on a encore un peu de temps devant nous, il y a eu du coup tout un débat sur la question des soins palliatifs. Je pense que ça a fait prendre conscience quand même beaucoup de l'importance. Par contre, ce qui reste incompris, en tout cas des politiques, c'est la différence, ce que vous dites, c'est le fait qu'il n'y a pas de continuité entre les
les soins palliatifs et la question de l'euthanasie ou du suicide assisté, mais que c'est vraiment deux philosophies différentes de la société et de la façon dont on pense justement l'accompagnement. Pour nous, il y a vraiment deux philosophies qui sont contradictoires, et donc c'est notre responsabilité de soignants et pas seulement de soins palliatifs. On a construit en France un collectif soignant qui est extrêmement large, qui regroupe des soignants de toutes les disciplines, de tous les métiers qui sont confrontés à la question de la fin de vie, que ce soit la gériatrie, l'oncologie, la psychiatrie, et pour travailler ensemble, il y a des néphrologues, des pneumologues, enfin c'est vraiment très intéressant, les infirmiers, les aides-soignants, pour réfléchir ensemble à cette question-là de comment on peut justement faire diffuser cette culture-là plus largement, et je pense que c'est notre responsabilité là dans les mois qui viennent de continuer à porter ce message pour essayer de faire entendre la particularité de cette culture-là. Parce qu'on voit que c'est pas facile à comprendre et que... Ça représente combien de personnes, ce collectif Alors, je pense que maintenant, ça représente plus d'1 million de soignants, puisqu'il y a l'ensemble du collège infirmier. En France, il y a 600 000 infirmiers. Il y a les aides-soignants maintenant qui sont 400 000. Et puis, il y a un très grand nombre de sociétés savantes médicales, en tout cas toutes celles qui sont les plus confrontées à la question de la fin de vie. L'objectif est vraiment de réfléchir ensemble. C'est pas forcément pour prendre des positions toujours, mais en tout cas d'avoir cette réflexion commune sur la question de la place de la fin de vie et de l'accompagnement de la fin de vie. On n'accompagne pas la fin de vie de la même façon en réanimation, en soins intensifs ou en soins palliatifs ou dans un établissement pour personnes âgées dépendantes. Et donc la question, c'est comment dans chacun de ces lieux on fait pour accompagner la fin de vie. Il y a les établissements aussi d'hospitalisation à domicile, donc comment on fait pour les patients qui veulent rester à domicile. Donc voilà, cette réflexion, elle est d'une très grande richesse, et je pense en tout cas, on a l'espoir qu'elle pèse aussi dans le débat public. Voilà, la loi qui était en discussion était quand même très débattue, et je pense en partie parce que les soignants ont réussi à faire entendre une voix dans le débat. Voilà. Et puis, on réussit aussi à poser cette question du sens. Est-ce que celui qui soigne peut être aussi celui qui fait mourir ? Est-ce que voilà, quelle est la logique là-dedans, et pourquoi c'est à la personne qui soigne qu'on demande ça ? Mais tout ce regroupement, est-ce qu'on peut dire que sur cette question centrale, tout le monde s'entend déjà ou pas? Alors, en tout cas, c'était important pour nous que dans ce collectif, il y ait vraiment tout le monde, y compris ceux qui sont sur des positions plus nuancées. Par exemple, souvent, mais c'est pareil dans tous les pays, les réanimateurs sont sur des positions un peu différentes, parce que je pense que la réanimation est une discipline où, en tout cas en France, 80% des décès en réanimation sont liés à une décision médicale, à une décision de limitation de traitement ou d'arrêt de traitement. Et donc, ils sont déjà beaucoup plus que les autres disciplines sur le fil de cette question de la médecine qui cause la mort, en tout cas. Et donc, ils sont sur une position peut-être un peu plus nuancée, mais en tout cas, ils sont dans notre collectif parce que ça nous paraît important de réfléchir avec eux. Mais quand même, globalement, ce collectif porte une position d'opposition à la question de donner la mort, que ce soit les soignants qui donnent la mort. Dans la logique que j'exprimais à travers Tocqueville, c'est un très bel exemple. Ça, vous avez, on l'espère, une vraie influence. S'il y a une cohésion au niveau de... En tout cas, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une vraie bataille culturelle, je pense, dans ce domaine-là, et que c'est pas seulement du côté des soignants, mais c'est vraiment, il faut que la société aussi s'empare de ça, le cinéma, la télévision, enfin voilà, et qu'on voit que c'est une bataille qui demande du temps pour faire changer les mentalités, et donc je sais pas si on aura ce temps. En tout cas, moi, je vous le souhaite, mais nous, au Québec, ce que je vois, c'est qu'on a développé, les médias, je pense, ont développé une nouvelle forme d'esthétique face à la mort. C'est ça. On célèbre l'euthanasie. Puis dans les journaux ou à la télé, il n'y a que des exemples. Des fois, j'ai le goût de dire la vie des gens heureux n'intéresse personne, là, parce qu'il y en a que pour l'expérience vécue par Madame X, qui a prévu son euthanasie tel jour, qui a convoqué sa famille avant. Et tout est organisé pour nous laisser penser que c'est la bonne façon de mourir. D'ailleurs, si je vous dis, Dr Fourcade, écoutez, je vous écoute et je suis d'accord, c'est vraiment formidable ce que vous faites. Vous avez contribué à humaniser le soin.
Ben oui, alors je veux bien mourir dans vos bras, mais quand je vais arriver, là, vous allez quand même m'aider à partir, là. Pourquoi c'est pas une bonne façon de quitter ce monde quand on est rendu à la toute fin? Pourquoi je peux pas compter sur vous? Parce que la façon dont je vous écoute et dont je vous rencontre, elle a aussi un impact sur moi. Et que la relation, elle est entre deux personnes, elle n'est pas entre deux fonctions. C'est pas un patient et un soignant, c'est deux personnes qui se rencontrent et que vous avez de l'effet sur moi. Et que si je veux pouvoir continuer à faire ce chemin avec les patients, si je veux pouvoir vous écouter librement, si je veux pouvoir entendre tout ce que vous avez à me dire, y compris ce qui est difficile, y compris le fait que parfois vous voulez mourir, si je veux pouvoir entendre ça, je ne peux pas non plus penser que je vais être celle qui va vous faire mourir. Si je veux pouvoir entendre le fait que vous voulez mourir, si je suis celle qui vous fait mourir, je ne peux plus après écouter les autres patients de la même façon. Je suis obligée de garder mes distances pour me protéger. Parce que c'est compliqué après pour moi de rentrer chez moi et de raconter à mes enfants ce qui s'est passé. Et donc, je pense qu'on n'écoute plus de la même façon les patients, on n'a plus la même liberté d'écoute. Je suis très étonnée que dans tous les pays qui ont légalisé, que ce soit parfois depuis longtemps, les Pays-Bas ou la Belgique, proche de chez nous, on n'a aucune étude. On ne sait rien, en fait, de ce que ça produit sur les soignants, sur les proches. Bon, forcément, sur les patients, on ne sait pas, mais on n'a aucun élément, comme si c'était un sujet tabou de vouloir chercher. Donc, on a effectivement des éléments culturels, mais on n'a pas d'éléments scientifiques qui vient montrer qu'est-ce que ça produit sur le soin. Et ça, je trouve que c'est très surprenant. Et du coup, on est dans un débat, je vois chez nous, qui repose beaucoup sur l'émotion, sur des histoires singulières. Mais en fait, on a très peu de données pour savoir comment survivent les soins palliatifs dans ces pays-là, qu'est-ce que ça a changé pour eux. On a très peu de choses. Et je vois que dans le débat en France, les députés, les politiques ont demandé beaucoup ces données-là. L'impact sur les personnes les plus vulnérables, on a beaucoup l'intuition que cette proposition, elle est faite à la demande de gens qui souhaitent maîtriser leur vie et qui sont plutôt dans la maîtrise, mais que l'impact va se faire d'abord sur les gens les plus vulnérables qui vont entendre ce message de la société qui dit que toutes les vies ne comptent pas de la même façon. Mais on a en fait très peu de données pour pouvoir le montrer. Et j'ai participé il y a peu de temps à un colloque dans lequel vous étiez, ça m'a beaucoup frappé au Canada, où la personne, je pense une des médecins qui a porté le projet au Canada a dit que quand le projet avait été pensé, il pensait qu'il y aurait 60 euthanasies par an. Elle a dit ça, que quand le projet a été conçu, et actuellement, il y en a... Il y en a, au Canada complet, on a passé la barre des 10 000. Voilà, je pense que là, elle parlait pour le Québec. Mais le Québec, c'est 8 000. C'est ça, donc elle pensait 60 et on est à 8 000. Et quand je lui ai posé la question de comment elle expliquait ça, elle a dit on va faire de la recherche, mais enfin, comment ça se fait qu'on n'a pas encore commencé à essayer de comprendre pourquoi on a 8 000 et pas 60. Et vous avez la plateforme de recherche ici en France. Oui. Nous, on a le RQSPAL, qui est l'équivalent. Et moi, je constate que dans ces lieux où on rassemble des chercheurs, il n'y en a pas de recherche qui s'oriente sur ces préoccupations-là. Et moi, je me suis un peu dissocié de ces regroupements-là, pas parce que les gens sont méchants, mais parce que une fois que la loi vient donner le droit à l'individu de décider de sa fin de vie, les chercheurs, les plus jeunes particulièrement, n'ont d'intérêt que pour chercher à l'intérieur du respect du cadre légal. Alors, je pense que peut-être, je me trompe, mais en tout cas, j'ai l'impression le débat, peut-être aussi parce qu'on a une culture politique du débat en France qui est différente de la Belgique ou du Canada. Pour avoir vécu au Canada, je vois bien que c'est différent et que chez nous, le débat est très politique et très animé. Et aussi parce qu'on voit ce qui se passe ailleurs, je pense que chez nous, on l'a déjà pensé, si la loi change, la recherche sur le sujet, enfin, ou en tout cas l'observation de ce qui se passe, va commencer en même temps que la mise en œuvre de la loi. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est, enfin, je pense, qui est vraiment très présent dans les mentalités. Je serais étonnée qu'on reste aussi longtemps sans avoir de données et d'éléments.
Mais bon, je peux me tromper. L'inversion des normes va peut-être changer les choses plus que je l'imagine. En tout cas, chez nous, c'est spectaculaire. Comment c'est passé dans les mœurs? Alors, c'est très spectaculaire pour nous et très inquiétant pour nous, ce qui se passe au Canada. Parce que pour beaucoup d'acteurs de soins palliatifs, le Canada était un modèle d'intégration et puis de développement. Et donc, de voir à quel point les choses peuvent basculer rapidement, c'est quelque chose qui est très perturbant. Ouais, moi, c'est mon champ de recherche de philo-politique. Et puis, j'avais prévu dans mes travaux ce qui allait arriver à la virgule près, mais pas la vitesse. La vitesse me saisit encore. Après, parce que revenir à une question antérieure, je me dis, comment préserver l'essentiel du soin sans l'amalgamer avec la pratique de l'euthanasie? À ce moment-là, je me tourne vers la France et je me dis, vous avez, à cause des 2 grandes guerres, développé une pratique de la résistance et il faut trouver la manière de s'exprimer par la résistance au risque d'assimilation. Je ne sais pas comment nous, on va y parvenir, mais bon, je ne suis pas un homme désespéré, je cherche, mais c'est pas évident. C'est un défi compliqué. C'est un défi très compliqué. C'est le même défi. Enfin, moi, je suis dans la même situation. Chez nous, il y a eu un premier débat très court, mais au niveau législatif très intense en 2021. Et à ce moment-là, on avait organisé une réunion en distanciel avec les soins palliatifs espagnols, où la loi venait d'être votée sur l'euthanasie et le suicide assisté, mais n'était pas encore appliquée. Elle a été votée en décembre 2020 pour être appliquée en juin 2021 et on a fait une réunion avec eux au mois de mars et on a été saisis de voir le monde des soins palliatifs déjà complètement fracturé, alors que la loi n'était pas encore appliquée, mais juste sur la perspective de qui va le faire, comment on va le faire, comment nous on dit non, nous on dit oui. Et ça, c'est resté pour nous et pour moi en particulier comme présidente de la SFAP, comme vraiment un souci d'essayer de maintenir une forme d'unité, de pouvoir continuer à se parler, quels que soient les points de vue, puisqu'on sait que les gens ont un rapport divers à ces questions-là et que du coup, comment on va résister sans se fracturer, sans se diviser. Donc voilà, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on est parvenu à rester unis dans la position qu'on a tenue dans le débat, mais on n'est pas encore confronté à la loi n'est pas votée ni à son application. Et donc je pense qu'il y a encore beaucoup de défis pour nous devant nous. Quand je compare avec le Québec, comme j'ai participé au tout dernier congrès de la SFAP, il m'apparaît assez clair que les membres de la SFAP, donc les acteurs du soin, me semblent être assez unanimes dans la préservation du soin palliatif tel que vous nous l'avez présenté. Tandis qu'au Québec, pour siéger au comité d'éthique de l'Association québécoise, on sent une tendance où il y a beaucoup de membres, de plus en plus de membres qui deviennent, qui s'accommodent là, des choses. Alors, la pression chez nous, c'est de dire, est-ce qu'on ne devrait pas passer d'une société de soins palliatifs à une société de soins de vie? Dans cette nouvelle appellation, évidemment, ça serait pour dire, on assimile tous les soins. Alors, la chose que je pense que vous comprenez bien, puis qui est important que vous défendiez jusqu'à la mort, si vous me permettez la remarque un peu idiote, c'est la question du soin. Un soin n'élimine pas son objet, donc on ne peut pas faire de l'aide active amoureuse d'euthanasie une sorte de soin. Mais dans les projets de loi, c'est ce qu'on cherche à faire. Avec les autres soignants avec lesquels on a pris la parole ensemble, le premier texte commun qu'on a publié ensemble, c'était un avis éthique qui s'appelle « Donner la mort n'est pas un soin ». Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui regroupe très largement les soignants, quelles que soient les disciplines, cette question-là. Et donc voilà, c'est ce qu'on a tenu dans le débat, avec le défi aussi qui est de ne pas créer un état de fait où ce serait les soignants contre la société ou contre les patients. C'est pas une opposition, et l'enjeu pour nous est de vraiment dire que c'est précisément parce qu'on veut préserver les soins qu'on ne veut pas être ceux qui donnent la mort, mais on voit à quel point c'est difficile à faire entendre. Et dans une intervention au dernier congrès à Québec, il y a quelqu'un qui a reproché aux conférenciers d'avoir utilisé le mot euthanasie en l'associant à l'aide médicale à mourir. Et là, en voyant ça, je me disais, OK, là, on est rendu à un point tel que donner la mort, ce n'est plus une façon
jugée adéquate par... c'était des soignants là, qui faisaient cette remarque, n'est plus pertinente en disant c'est pas de l'euthanasie. Alors chez nous, il y a exactement du côté du politique exactement la même chose. Nous, alors là, on résiste en utilisant les mots exprès, en essayant de jamais utiliser le terme d'aide à mourir ou des termes qui euphémisent, mais de garder vraiment les mots et de dire soit euthanasie, suicide assisté, mort provoquée, mais en tout cas de nommer les choses. Ça nous paraît extrêmement important, mais on voit bien que dans le texte de loi qui était proposé, les choses étaient complètement effacées. Oui, puis dans le texte de loi, si j'ai bien compris, il y avait même la proposition des maisons d'accompagnement. Oui. Et si j'ai bien lu, dans le concept de maison d'accompagnement, il y avait l'inclusion de la possibilité de... Alors, ça a suscité beaucoup de débats, parce que ces maisons d'accompagnement sont des lieux dont on a besoin en France, qui sont des lieux intermédiaires entre l'hôpital et le domicile. En fait, dans le projet de loi tel qu'il était pensé, l'euthanasie, le suicide assisté doivent être possibles partout. Ouais, et donc à l'hôpital, à la maison et dans ces maisons d'accompagnement, mais pas plus qu'ailleurs. Alors que ça a suscité beaucoup l'idée qu'on allait créer des maisons spéciales pour faire des euthanasies. En fait, je crois vraiment que dans l'idée du gouvernement, c'était que là, comme ailleurs, dans les établissements pour personnes âgées, c'est juste que ça doit être possible partout. Et donc, pas plus, mais pas moins. Et comme beaucoup de ces projets de maisons d'accompagnement sont portés par des équipes de soins palliatifs, je ne sais pas du tout comment... Alors, mon impression du Québec, c'est que la maison d'accompagnement est un concept qui ressemble à nos maisons de soins palliatifs. Et depuis le 7 décembre dernier, sur tout le territoire du Québec, toutes les maisons de soins palliatifs doivent offrir l'aide médicale à mourir. C'est ça. Donc là, ce sera pareil. L'idée, c'est que ça doit être possible, pareil que dans les autres lieux. Alors bon, pour nous, il y a encore une réflexion. Enfin, on essaye, même sur le plan juridique, au niveau européen, de voir comment on peut préserver des lieux de la même façon, par exemple, que ça se fait en Oregon. Où il y a, voilà, avec l'idée, peut-être on va essayer sur le plan philosophique de défendre l'idée que puisque c'est une loi de liberté qu'on nous propose, on doit avoir la liberté de faire, mais aussi la liberté de ne pas faire. Et donc, on va essayer de voir si on arrive à faire entendre cette demande de liberté-là. C'est exactement où je voulais aller parce que, du point de vue encore de la philosophie politique, j'ai du mal à concevoir qu'au nom de la liberté, même individuelle, on n'ait pas la possibilité d'offrir un endroit dédié. Au Québec, on a argumenté en disant, oui, mais si on fait ça, on va priver des gens d'un accès à l'aide médicale à mourir sur le territoire. Ben non, il y a moyen de choisir le lieu, l'endroit, et puis on va trouver. Mais c'est une idéologie, je pense, qu'il y a derrière ça. Mais ça nous rattrape, là. Il me semble que c'est pas très, très chouette. Écoutez, le temps file à une vitesse grand V. J'aurais aimé tellement discuter d'autres choses, mais on doit s'arrêter. Je vous remercie, puis j'exprime un souhait. Je le pense sincèrement, mais la France a dans l'environnement de tous les pays occidentaux qui joignent les législations permettant l'euthanasie, la France résiste. Et je me surprends à rêver, c'est un rêve que je partage, pourquoi on n'aurait pas une France dans les quelques années qui vont venir, qui vont décider de faire différent de tout ce qui se fait à l'unisson par les autres pays occidentaux, en disant, nous, on évolue en consacrant, en faisant du soin palliatif, notre manière de nous distinguer. Et en tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. C'est ce que je nous souhaite aussi. Merci. Je vous souhaite. Très bien. Merci à vous. Merci Merci beaucoup. De te prêter au jeu. Repère est produit par l'équipe du Verbe Média, 100% indépendant et gratuit. Le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don.